Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour aborder la leçon 5 qui va concerner les micro-organismes bénéfiques. Je vous rappelle que la leçon précédente était consacrée à l'étude des micro-organismes pathogènes. Pathogènes, ceux qui sont à l'origine d'une souffrance, donc de maladie, de pathologie. Et là, on se rend compte qu'en fait, tous les micro-organismes, tous les microbes ne sont pas dangereux, ne provoquent pas des maladies, puisqu'il y en a même certains de ces micro-organismes qui sont absolument nécessaires à l'être humain et à certains animaux, qu'on verra, et que donc on va commencer dans cette première partie à expliquer qui sont ces micro-organismes et où est-ce qu'ils se trouvent dans le corps humain et quel va être leur rôle. Donc le nom qu'on a donné à l'ensemble donc de ces micro-organismes qui vivent dans notre corps, c'est ce qu'on appelle donc le microbiote. Alors ce microbiote, on s'est rendu compte d'une chose, déjà c'est en termes de localisation, où est-ce qu'il se situe. Donc je vais vous présenter une petite vidéo qui va vous donner des généralités là-dessus. Les microbiotes sont des ensembles de micro-organismes constitués de milliards de bactéries, levures, champignons et virus. On les retrouve dans l'intestin, les poumons, la bouche, le vagin ou encore sur la peau. Nous sommes donc des êtres dits symbiotiques, moitié humains, moitié microbes. Depuis 2006, une véritable révolution est en marche. Donc, si vous avez bien compris cet extrait, on s'est rendu compte qu'en réalité, ce fameux microbiote, c'est-à-dire ces micro-organismes, vivent quasiment partout sur notre corps. Donc, on les retrouve ici. On les retrouve ici donc sur la peau, bien sûr, comme on l'avait vu dans la leçon précédente, puisqu'on avait appris que peau et muqueuse étaient des barrières naturelles pour empêcher la contamination. Donc, on en a énormément sur la peau. Ensuite, on en a découvert surtout dans l'appareil digestif, donc ici notamment dans l'intestin grêle. On en a ensuite découvert dans d'autres parties du corps, et notamment dans le vagin, chez les femmes. On en a aussi dans les oreilles, on en a dans le nez, voire même dans les yeux. Et on s'est rendu compte que ce microbiote, qu'on appelait avant la flore intestinale, représente quasiment 2 kilos en poids, vous vous rendez compte, total. Si on pouvait peser tous les micro-organismes, tout ce microbiote représente, vous imaginez, 2 kilos. C'est énorme. Alors, pour vous donner une représentation, là on aurait ici les cellules de notre intestin, et puis tout ce que vous voyez là de manière colorée, ce serait le microbiote qui vit à l'intérieur de notre intestin. Donc, dans la première partie du cours, on va déjà avoir une idée globale de leur nombre. Donc si on compare le nombre moyen de cellules chez un organisme humain, environ, on est nous, à peu près à 3000 milliards de cellules qui composent notre corps, on se rend compte que notre microbiote, il est en gros 10 fois plus nombreux, puisqu'on aurait 39 000 milliards de ces micro-organismes. Ces micro-organismes, ce sont des bactéries, des virus, des levures et des champignons, essentiellement. Le nombre de gènes, on va pas l'étudier, et puis c'est ce que je viens de vous dire sur la masse. Pour un humain qui pèserait 77 kg, il y aurait entre 1 à 2 kg de microbiote. Alors, on y trouve effectivement quasiment partout. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, sur la peau, il y en aurait, voyez, entre 10 puissance 4, 10 puissance 6, donc on avoisine le million. Ensuite, dans la bouche, encore plus, entre 19, 10 puissance 10, donc entre 1 milliard et 10 milliards. Dans l'estomac, il y en a moins. Vous vous rendez compte pourquoi? L'acidité. Donc la plupart des bactéries n'aiment pas l'acidité. Notre estomac est à pH 1 à cause de l'acide chlorhydrique qui s'y trouve. Donc ça explique qu'il y en ait moins. Par contre, après l'intestin qui redevient neutre et basique, regardez leur nombre. Au début, donc dans l'intestin grêle, ça va de l'ordre du millier au milliard, et puis là, on n'en parle même plus dans le gros intestin.
le côlon, comme on l'appelle, donc 10 puissance 11 à 10 puissance 12, donc le millier de milliard. Donc vous vous rendez pas compte, mais vous voyez, on abrite énormément de micro-organismes à l'intérieur de notre corps. Donc nous, on va porter notre étude essentiellement sur lui. Donc le microbiote intestinal, ok, et essayer de comprendre comment il est apparu, ce microbiote, et puis à quoi il sert à l'intérieur de notre organisme. Donc pour cela, on s'est rendu compte donc de quelque chose d'assez étonnant, c'est que ces micro-organismes, eh bien, lorsqu'ils avaient un déséquilibre, il y avait des pathologies. Montre une corrélation entre le microbiote intestinal et différentes maladies. Ces recherches ont déjà permis d'aborder différemment l'obésité, le diabète de type 2, les allergies, la maladie de Crohn, les maladies inflammatoires du tube digestif, du foie, les pathologies cardiovasculaires, neurologiques et les troubles anxio-dépressifs. Installé à 80% vers l'âge de 2 ans et définitif entre 3 et 5 ans, le microbiote intestinal est un organe à part entière. Il protège l'organisme en veillant. Donc, vous voyez que ça, bon, elle a utilisé pas mal de termes qu'on utiliserait en médecine, mais globalement, c'est que beaucoup de maladies, de pathologies, en réalité, ont leur origine dans justement un déséquilibre du microbiote chez certaines personnes. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, voici le document. C'est assez impressionnant, vous allez voir. Donc, lorsque le microbiote est déséquilibré, eh bien, on a découvert l'une des premières conséquences, l'obésité. Alors, pour beaucoup, on pensait que l'obésité, c'était un problème de malbouffe, hein, c'est-à-dire de malnutrition. Ben non, il y a aussi une part, donc, de cause due à un déséquilibre du microbiote. Le diabète, pareil, hein, on savait qu'il y avait une origine génétique, il y avait un problème aussi dans notre mode de vie, mais on a découvert qu'il y avait aussi le rôle du microbiote. Les cancers, de toute façon, comme on dit, les cancers, ils ont une origine multifactorielle, donc plusieurs raisons qui peuvent expliquer le déclenchement d'un cancer. Mais là, on découvre encore donc le rôle du microbiote, et plus étonnant encore, certaines maladies neuropsychiatriques. Donc à partir du moment où il y a un déséquilibre du microbiote et que les gens contractent ces pathologies, eh bien on en a déduit que le microbiote inversement donc intervenait dans justement notre bonne santé. Alors pour cela, des expériences ont été faites. Cette expérience est impressionnante. Regardez, donc on a travaillé donc sur 2 personnes, si on prend le problème de l'obésité. On a récupéré donc 2 types de microbiote, le microbiote donc intestinal d'une personne obèse et le microbiote intestinal ici à droite d'une personne mince. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait les chercheurs? Ils ont pris ce microbiote intestinal donc issu d'une personne obèse et ils l'ont transféré dans le tube digestif d'une souris qui à la base était mince. Ils ont fait la même chose avec le microbiote intestinal d'une personne mince transféré dans une souris mince. Et regardez la surprise, au bout de quelques semaines, eh bien la souris qui a reçu le microbiote intestinal d'une personne obèse devient à son tour obèse. Alors que la souris qui a reçu le microbiote intestinal d'une personne mince, elle est restée mince. Donc de là, on en déduit donc l'influence du microbiote intestinal sur le poids et donc éventuellement l'obésité d'une personne. Deuxième expérience, cette fois, on étudie donc le nombre de cellules phagocytaires. Vous vous rappelez, donc ces leucocytes, ces espèces de globules blancs qui sont chargés de phagocyter, c'est-à-dire de manger les micro-organismes pathogènes. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre, donc si j'essaie d'améliorer le document, voilà. Donc ce qu'on découvre, c'est que on a 2 souris, une souris témoin qu'on appelle une souris contrôle, qui elle a son microbiote classique, et à côté une souris chez qui on aurait enlevé son microbiote intestinal. Et là, vous voyez, c'est flagrant. C'est-à-dire que lorsque la souris est normale, on a, on va dire 55 10 puissance 5 donc cellules phagocytaires, alors que chez une souris qui est dépourvue de microbiote intestinal, on est à 25, donc quasiment la moitié. Donc ça veut dire que
si l'animal est privé de son microbiote intestinal, il a perdu la moitié de ses cellules phagocytaires, donc des cellules de son système immunitaire. C'est-à-dire que cette souris sans microbiote intestinal présente un système immunitaire qui est déficient, c'est-à-dire elle sera donc affaiblie, moins protégée qu'une souris normale, parce qu'elle n'a pas de microbiote intestinal. Donc c'est assez impressionnant donc les découvertes qu'on a faites à ce niveau-là. Donc du coup, on en a conclu que les bactéries, entre autres, levures, virus, champignons, du microbiote intestinal, intervenaient dans plusieurs fonctions. Donc la stimulation immunitaire, qu'on vient de voir dans les expériences, la dégradation des fibres, qu'on étudiera la prochaine fois. Donc les fibres, c'est ce qui est présent dans un certain nombre d'aliments, comme les fruits et les légumes. Et puis la production de vitamines nécessaires à notre bien-être. Donc c'est ce qu'on vient de voir ici. Donc beaucoup de vitamines grâce à tous ces microbiotes, le bien-être de notre appareil digestif, la fermentation, etc. Du coup, maintenant l'idée c'est quoi? C'est à partir du moment où on a compris l'importance de notre microbiote, on a vu son rôle dans un certain nombre de fonctions physiologiques de notre organisme, eh bien on s'est dit il faut faire attention. Alors qu'est-ce qui pouvait justement perturber notre microbiote? Alors on a découvert plusieurs choses. Déjà, plusieurs paramètres, plusieurs éléments peuvent influencer notre microbiote. En fonction en fait de notre mode de naissance. Est-ce que la personne est née suivant un accouchement normal ou par césarienne? Si la personne, l'enfant a été allaité par sa maman ou pas? Parce qu'on s'est rendu compte qu'au cours de l'allaitement, la maman transfère une part de son microbiote, pareil lors de l'accouchement, dû à la flore vaginale. Donc si la maman allaite son bébé, elle lui donne aussi une part de son microbiote, ce qui est un bénéfice pour le bébé. Après arrive notre manière de manger, notre régime alimentaire. On va voir dans les aliments ceux qui sont intéressants pour enrichir notre microbiote. Notre environnement familial avec qui on vit, seul, à plusieurs. Certains médicaments qui peuvent être mauvais pour le microbiote, notamment les antibiotiques. Notre hygiène de vie, le tabac, le stress, la sédentarité. Sédentarité, c'est de ne pas avoir d'activité physique. Puis bien sûr, le vieillissement. Donc, à titre d'exemple, on a mesuré dans ce graphique l'abondance ici en ordonnée je vous le montre. Donc l'abondance de bifidobactéries, c'est une espèce de bactéries qu'on trouve dans le microbiote. Et on a fait une petite expérience. On a testé donc la quantité de ce microbiote, de cette bactérie, de cette espèce de bactérie chez une personne, avant qu'elle consomme des produits fermentés. Vous savez, le lait fermenté, le yop par exemple, c'est un cas, la choucroute, ça dépend en fait, tout ce qui est fermenté. Eh bien, on voit que avant la consommation de produits fermentés, ça se situe, vous voyez, autour de 10 puissance 5. Ok. Ensuite, dès qu'il y a consommation de produits fermentés, alors là, le nombre explose. Donc on dépasse les 10 puissance 8. Donc on a presque doublé. Et ça va durer, ok, cette abondance, tant qu'on consomme des produits fermentés. Dès que la personne arrête de consommer, le nombre de cette espèce bactérienne retombe à autour de 10 puissance 5. Donc on voit tout de suite ici le fait de les effets de notre alimentation. Donc ce besoin de consommer certains aliments qui techniquement on les appelle des probiotiques. Vous pouvez trouver ça donc en pharmacie, c'est connu, mais il y a des probiotiques naturels au travers des yaourts et des fromages. Deuxième problématique, ce sont les antibiotiques. On a appris dans le cours précédent que les antibiotiques servaient de traitement contre les bactéries pathogènes. Sauf que quand vous prenez un antibiotique, eh bien, les conséquences, c'est que, regardez ici, cet antibiotique, effectivement, va tuer les bactéries pathogènes, mais il risque aussi de tuer les bactéries bénéfiques de notre microbiote. Du coup, eh bien, il y a des conséquences, comme on vient de le voir, sur la santé
du patient. Et du coup, c'est ce qu'on voit ici, le traitement, c'est de reprendre en fait des probiotiques, c'est-à-dire de nouvelles bactéries pour venir compenser la perte de ces bactéries qui auraient été tuées par les antibiotiques. Donc le conseil, c'est on ne prend d'antibiotiques que si nécessaire. Si c'est une pathologie, une maladie d'origine virale, ça sert à rien d'en prendre. Ok, donc on fait pas d'automédicamentation, on ne cherche pas à prendre des antibiotiques tout seul, parce que vous voyez les dégâts que ça peut produire, en plus de créer de la résistance bactérienne. Ensuite, tout à l'heure, j'avais abordé les modalités de la naissance. Là, une expérience a été faite. Ici, lorsque vous avez envers l'abondance d'une bactérie qui s'appelle Lactobacillus, eh bien, chez un bébé qui serait né par césarienne, vous savez, c'est-à-dire on ouvre le ventre de la maman, et ensuite on incise au niveau de l'utérus, et on fait sortir le bébé par le biais de cette opération chirurgicale. L'inconvénient, c'est que le bébé ne sort pas par voie naturelle, donc ne passe pas par le vagin, et regardez les effets, c'est que ce bébé, du coup, se retrouve avec très peu de cette espèce de bactérie. Alors que la voie naturelle qui est en orange, regardez, on voit beaucoup de lactobacillus et beaucoup de l'autre bactérie, Bacteroides. Toutes les deux sont des bactéries du microbiote, des bactéries bénéfiques. Après, il y a une modalité qui a été proposée quand on n'a pas le choix. Il y a des femmes qui sont obligées de faire une césarienne pour accoucher. Eh bien, c'est d'avoir une compresse qui serait imbibée donc d'un certain nombre de ces bactéries bénéfiques et qu'on mettrait au contact du bébé. Du coup, c'est un avantage pour Lactobacillus, mais par contre pour Bacteroides, vous voyez, on n'atteint toujours pas le nombre que le bébé aurait eu s'il avait accouché par voie naturelle. Du coup, on se rend compte que, donc ici, vous avez une schématisation de l'intestin, du gros intestin, que globalement, vous voyez, tout ce qui peut perturber notre microbiote, il est fragile en fait, ce microbiote, les additifs alimentaires, les polluants, les édulcorants, le stress, on vient de le voir avec certains médicaments comme les antibiotiques anti-inflammatoires, ça c'est inévitable, la ménopause des femmes, la prise d'alcool, un sport intensif, on l'avait déjà vu en cours, et puis certaines infections bactérielles, à cause donc d'une espèce de lutte biologique, c'est-à-dire des bactéries qui viendraient tuer nos bonnes bactéries. Du coup, l'idée maintenant, si je vous montre la suite de la vidéo, c'est que donc ce microbiote intervient dans un grand nombre donc de fonctions et qu'on doit absolument veiller à un équilibre entre notre hygiène de vie, une certaine alimentation et faire de telle sorte qu'on préserve notre microbiote et qu'on maintienne une certaine diversité. Et participe au contrôle des réactions inflammatoires. Il aide également à la dégradation des toxines tout en protégeant le corps des bactéries pathogènes. Participant à la digestion, il favorise l'absorption des nutriments et synthétise les vitamines B et K essentielles à la nutrition. De plus, il influence certaines de nos émotions. En bonne santé, le microbiote intestinal est en eubiose. Il est riche et diversifié. Parfois, il se déséquilibre et devient pauvre. On parle alors de dysbiose. Infections digestives, aliments mal tolérés, médicaments ou encore stress, les causes sont diverses. Lorsque le microbiote intestinal est en dysbiose, cela se répercute sur la perméabilité de notre intestin, entraînant des douleurs articulaires, des allergies ou des migraines. Donc vous voyez que c'est impressionnant quand même les conséquences d'un manque de respect de notre microbiote et si on venait à l'appauvrir donc dans sa biodiversité. Une autre vidéo. Les micro-organismes se situent sur toutes les surfaces exposées à l'environnement. Peau, yeux, nez, organes génitaux, intestin grêle et côlon. Ce dernier fait partie des écosystèmes microbiens les plus densément peuplés de la planète. La diversité des micro-organismes y est maximale, avec plusieurs centaines d'espèces. Chaque individu possède un microbiote qui lui est propre en termes de combinaison d'espèces. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez, en fonction de depuis votre naissance, l'allaitement ou pas, votre mode de vie, votre environnement,
du type de médicaments que vous prenez, donc de votre alimentation, au final, on a tous un microbiote qui est unique et qui est particulier et qui peut soit participer, comme on a dit, à notre bien-être, à notre fonctionnement physiologique, ou malheureusement être la cause d'un certain nombre de dysfonctionnements, de maladies, de pathologies. À l'instar de nos empreintes digitales, nous portons donc chacun notre signature bactérienne personnelle. Le microbiote intestinal peut être considéré comme un organe fonctionnel du corps humain, rendant chaque jour d'inestimables services à son hôte. Donc là, vous reconnaissez en bas là, les villosités, ce sont en fait les cellules qui tapissent notre cavité du tube digestif, et vous voyez cette représentation schématique, toutes ces couleurs sous différentes formes, c'est le microbiote, des virus, des bactéries, des levures, des champignons, et tous ceux que vous voyez là, ce sont des micro-organismes bénéfiques pour nous. Il est en étroite interaction avec notre intestin et joue différents rôles majeurs. Ainsi, il exerce des fonctions métaboliques essentielles à la digestion. Une fraction des aliments, comme les fibres alimentaires, et une grande partie des glucides n'est pas digérée par nos enzymes dans l'intestin grêle. Alors si vous comprenez pas bien le rôle des enzymes, on fera la prochaine capsule vidéo sera consacrée à la digestion et le rôle du microbiote. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est les fibres alimentaires qu'on trouve surtout dans les fruits et les légumes. Eh bien, c'est grâce au microbiote qu'on parvient à les digérer. Elle est dégradée par le microbiote dans le côlon. Cette communauté... Alors, maintenant, vous voyez arriver ici des micro-organismes en rose, rouge. Ce sont des micro-organismes pathogènes. Et vous allez voir, le microbiote va même participer à la protection de notre corps contre ces micro-organismes pathogènes. Intestinal assure également un rôle de barrière contre l'invasion des micro-organismes pathogènes responsables de diverses maladies. Non seulement le microbiote les empêche de s'installer en occupant le terrain, mais les bonnes bactéries du microbiote luttent directement contre les pathogènes par compétition pour les mêmes nutriments et par la production de substances bactéricides. Donc c'est assez impressionnant, c'est que vous voyez le microbiote qui est là, fait un peu effet de chien de garde pour protéger son domaine, son territoire contre ces bactéries pathogènes, et nos micro-organismes bénéfiques se mettent à tuer et à détruire tous ces micro-organismes pathogènes. Donc voilà globalement les grandes lignes donc que vous devez comprendre pour cette première partie de la leçon sur le microbiote. On verra par la suite le microbiote et son rôle dans la digestion. Donc vous avez l'animation prédit sur laquelle je viens de faire le cours, vous pouvez la consulter et pouvoir comme ça recopier le cours sur votre cahier, et je vais vous y associer un certain nombre d'exercices pour travailler cette notion de microbiote. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bon courage, au revoir.